Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Caroline Barraud, diététicienne spécialisée dans la santé de la femme. Bonjour. Bonjour. Merci pour le temps que vous m'accordez. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler un peu votre parcours dans le monde de la diététique et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser justement à la santé de la femme? Alors, moi, je suis diététicienne depuis un petit moment, depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai travaillé à l'hôpital, donc à la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, dans différents services. Puis, j'ai un peu roulé ma bosse dans le libéral, notamment dans mes jeunes années, sur tout ce qui était pédiatrie plutôt. Et puis, progressivement, je suis arrivée à l'enseignement. Parce que voilà, je suis un petit peu piquée de l'enseignement, de formation, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai été pendant allez, une dizaine d'années à peu près enseignante en formation initiale pour les diététiciens nutritionnistes. Euh, et puis jury d'examen. Et puis les patients me manquaient, donc je me suis réinstallée en exercice libéral il y a quelques années. J'ai vite compris l'importance de la santé féminine et de certaines pathologies. Alors, j'ai surtout démarré par l'endométriose parce que j'ai une patiente un jour qui est venue me voir et je ne connaissais pas cette pathologie du tout. Hein, on n'est pas formé en initial sur l'endométriose et puis même d'ailleurs sur le SOPK, on n'est pas non plus formé sur les perturbateurs endocriniens, en tout cas pour nous en France. Et en fait, j'ai commencé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'intéresse beaucoup à la recherche bibliographique, mais la recherche d'une façon générale. Et donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'endométriose, cette patiente que je recevais. Et puis voilà, j'étais quand même assez démunie. Bah, finalement, de fil en aiguille, je me suis présentée au gynécologue. J'ai effectué tout un travail de recherche que j'ai présenté, qui a été reçu. J'étais assez étonnée parce que finalement, les gynécologues, enfin étonnée, les gynécologues étaient très en attente finalement de l'intervention nutritionnelle, très intéressés par la nutrition. Et puis, ben, je suis intervenue en congrès, donc c'était des moments, des étapes assez importantes. Et puis j'ai fait appel à quatre autres diététiciennes pour créer l'association des diététiciens spécialisés en santé féminine qui s'appelle donc l'association Gynédiète. Et qui a rencontré un grand succès auprès des gynécologues, auprès des filières de soins, endométriose, etc. Parallèlement à ça, alors parallèlement à toute cette étape sur l'endométriose, je me suis beaucoup intéressée aussi au SOPK, parce que finalement, dans le cadre de l'endométriose, et c'est tant mieux, on entend les femmes, elles sont beaucoup plus entendues, hein. On a le fameux plan endométriose lancé par le président Macron. Mais finalement, dans le cadre du SOPK, ben, on se rend compte que finalement, les patientes ne sont pas forcément tellement entendues et ou accompagnées. Et donc, parallèlement à l'endométriose, je cherchais beaucoup aussi par rapport au SOPK, finalement, un peu les guidelines qui n'existent pas vraiment. Pourquoi? Parce on n'a pas de recommandations en fait très claires. C'est dommage, ça manque hein, dans le cadre de notre pratique. Donc, j'ai fait pas mal de recherches aussi sur ce sujet-là pour essayer d'avoir une démarche toujours très EBM, hein, évidence-based médecine, voilà, une démarche très rigoureuse. Et puis, il y avait un autre sujet qui était très important pour moi, que j'ai complètement découvert il y a quelques années, c'était les perturbateurs endocriniens. En fait, les perturbateurs endocriniens, tout le monde en a entendu parler. On sait à peu près qu'il faut diminuer le plastique, etc., etc. Mais ce qui m'intéressait, c'est que dans le cadre de ces pathologies féminines, on parle vraiment endométriose, SOPK, il y a aussi tout ce qui est trouble de la fertilité, est-ce que, etc. Je me suis dit, mais bon sang, ces perturbateurs endocriniens, ça me titillait un petit peu. Et donc, alors, je dois vous avouer, j'ai passé 9 mois précisément à ne travailler que les perturbateurs endocriniens en dehors de mes consultations, bien entendu. J'ai plongé en fait dans un univers complètement inconnu parce que j'avais que des connaissances de base, vous savez, les conseils qu'on peut donner. Et j'ai découvert un univers, alors je dis merveilleux, mais en fait, il ne faudrait pas utiliser ce terme parce que c'est un petit peu. Mais c'est vraiment, je suis tombée dans la marmite, c'est absolument passionnant. Je suis tombée voilà, dans les notions de polluants organiques persistants ou non, dans que vous dire d'autre je me suis intéressée au phtalate, au bisphénol, au polychlorobiphényl. J'ai l'impression d'avoir découvert un monde. Et puis, entre autres, j'ai lu une étude du professeur Fénichel, une de ses études, bien entendu, dans laquelle il indique que la source principale d'exposition aux perturbateurs endocriniens, c'est la voie alimentaire.
Quand j'ai lu ça, alors c'était tout au début de mes recherches sur les perturbateurs endocriniens. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, la voie alimentaire, c'est qui? C'est nous. Donc en fait, j'ai plongé encore avec plus de délices en me disant, mais il faut que les diététiciens, les diététiciennes s'emparent du sujet parce que la voie alimentaire, c'est nous. Et donc, bah, j'ai travaillé ça pendant de nombreux mois, vraiment en profondeur pour bien comprendre en fait les enjeux, les perspectives, etc. Et puis voilà. Donc en fait, les perturbateurs endocriniens, il s'avère que dans l'endométriose, dans le SOPK, ça nous intéresse aussi. Et en fait, j'ai développé des consultations qui sont dédiées. C'est-à-dire que dans le parcours de soins de ces patientes, que j'explique aux gynécologues, que ce soit pour l'endométriose, pour le SOPK ou autre, eh bien, nous avons aussi, nous, notre part à jouer en consultation. Donc, en général, la deuxième ou troisième consultation, je dédie un temps sur ces perturbateurs endocriniens pour estimer la charge dans l'environnement domestique de la patiente et lui donner des conseils. Donc, j'ai toute une série de questions et je l'oriente. Alors, l'objectif, c'est surtout de ne pas l'inquiéter, mais je l'oriente pour diminuer. On sait, hein, on peut diminuer en expliquant, en prenant le temps, on peut diminuer cette charge. On ne peut pas tous les supprimer, mais on peut diminuer la charge des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'était aussi une partie. Et puis, il y a un autre sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était la ménopause. La périménopause et la ménopause, parce que nous ne sommes pas formés en formation initiale et que c'est une période très particulière de la vie de la femme. Et donc, j'ai travaillé ce sujet vraiment de façon, voilà, aussi en profondeur et donc avec des consultations dédiées qui sont, qui englobent vraiment plusieurs problématiques de cette période-là et pas seulement la patiente qui vient et qui dit voilà, j'ai pris du poids au niveau abdominal, j'ai du poids à perdre. Non, non, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc voilà. Alors, bien entendu, les prochaines étapes, là, sont les recherches que je fais actuellement. Enfin, j'ai terminé, mais je suis en train de construire un peu la démarche de soins. C'est tout ce qui concerne l'infertilité. Ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis, j'aurai, je pense, d'autres sujets qui m'intéresseront, mais je reste vraiment sur les thématiques de santé féminine avec cette volonté de pouvoir transmettre aux diététiciens une approche vraiment rigoureuse, qui est critiquable, bien entendu, parce que j'aime beaucoup échanger avec mes pairs, mais avec notamment, j'essaie de créer des arbres décisionnels que j'ai fait notamment pour l'endométriose, pour le SOPK, de façon à pouvoir avancer de façon ordonnée. Effectivement, ça regroupe tous les aspects de la santé de la femme, je dirais presque du début de sa vie jusqu'à la période plus avancée. J'aimerais revenir brièvement sur quelques termes que vous avez utilisés pour que tout le monde comprenne. Est-ce que vous pouvez un petit peu définir brièvement ce qu'est l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques? Pas Alors, ce sont, forcément en détail, mais ouais, pour que tout sans le monde rentrer puisse dans le bien comprendre de détail, quoi on parle. oui, l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique qui touche alors on estime à une femme sur 10 et qui se présente en fait par des lésions d'endométriose qui vont, euh, qui vont se développer et être douloureuses chez la femme, pour faire vraiment très simple. Et qui en fait est une pathologie qui finalement euh, était méconnue jusqu'à il y a, enfin méconnue, pas bien connue, parce qu'elle a été euh, identifiée il y a un peu plus d'un siècle, mais assez, du moins, les femmes n'étaient pas entendues, elles avaient leurs règles, elles avaient des douleurs très importantes, mais bon, c'était normal, tandis que maintenant, effectivement, on a découvert qu'il y a des lésions d'endométriose qu'on peut retrouver en dehors, ce sont des lésions ectopiques en dehors de l'utérus, et donc ce sont des lésions qui ont des caractères voilà, qui sont, comment dire, qui peuvent saigner, qui peuvent être douloureuses et qui peuvent entraîner un climat inflammatoire local. Et donc, en fait, des patientes qui peuvent être plus ou moins douloureuses, hein, parce que c'est très variable selon les femmes, avec des contextes cliniques qui peuvent être parfois très invalidants, parce qu'on a des patientes parfois qui sont arrêtées, hein, qui sont en arrêt de travail à cause de cette pathologie. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quand même très différent parce que même si on peut dire qu'il peut y avoir effectivement des douleurs pelviennes, mais en fait, moi, je pense que les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques sont moins entendues parce qu'il y a moins ce contexte qui peut être très douloureux dans le cadre de l'endométriose. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas entendues. Souvent, j'ai des patientes qui viennent et qui me disent, on m'a dit que j'avais un syndrome des ovaires polykystiques, mais on ne m'a pas expliqué ce que c'était. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment des kystes, hein, ce sont des follicules qui sont en croissance et voilà, qui sont en trop grand nombre, qui arrêtent leur croissance. Ce n'est pas des kystes tels qu'on l'avait défini au départ. Euh,
et qui entraîne en fait, cette pathologie entraîne différents caractères cliniques, si je peux dire, avec un problème souvent de poids. Alors pas toujours, hein, parce qu'on peut avoir une patiente qui présente un syndrome des ovaires polykystiques avec un poids tout à fait, comment dire, classique, je veux dire, avec des problèmes plus ou moins d'acné, des problèmes d'hirsutisme, tout un contexte en fait hormonal qui est perturbé. En fait, et c'est la raison pour laquelle je reviens sur les perturbateurs endocriniens, ces maladies, en fait, on a des doutes par rapport aux perturbateurs endocriniens. On sait, notamment dans le cadre de l'endométriose, qu'il y a certains perturbateurs endocriniens qui ont un impact dans le cadre de l'endométriose. D'accord. Euh, donc, de ce que je comprends bien, vous êtes un peu rentré dans ce monde-là, notamment avec cette découverte assez effarante des perturbateurs endocriniens. Euh, donc, faut savoir, et on les appelle aussi les polluants organiques persistants parce qu'ils ont une durée de vie assez longue. Pas Et tous, hein, d'ailleurs, pas tous. Alors, il y a oui, des oui, perturbateurs endocriniens qui sont pop et d'autres qui ne le sont pas. Tout à fait. tout à fait. Et donc, moi, à l'époque, j'avais fait justement un podcast avec le docteur Fiolet, qui avait fait Oui. sa thèse justement sur ce sujet-là. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Pour revenir du coup à votre thématique, euh, quel serait, selon vous, quel conseil pourriez-vous donner à des diététiciens bah, voilà, qui prennent en charge des femmes qui viennent dans leur cabinet et qui leur disent, bah, voilà, j'ai telle pathologie, mais je ne sais pas trop réellement comment leur donner des conseils. Alors, se former, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai on a un problème de formation initiale en France où nous ne sommes pas formés justement sur ces pathologies féminines. Et actuellement, les offres de formation qui sont faites incluent souvent de la micronutrition telle qu'elle est entendue sous forme de complément alimentaire. Or, la micronutrition, nous sommes formés à la micronutrition au départ. Alors, moi, j'ai un DU de micronutrition, mais en fait, ces DU micronutrition sont pilotés par des laboratoires et derrière engendrent des prescriptions de compléments. Je milite vraiment pour que les diététiciens travaillent sur l'assiette parce qu'on doit travailler sur l'assiette et que s'il y a une prescription de compléments alimentaires, il faut être en contact avec le médecin parce que voilà, primum non nocere, hein, premièrement, ne pas nuire. On le voit par exemple avec le sélénium. Regardez le sélénium, on ne donne pas du sélénium comme ça au hasard. Tout ça est quand même, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Et donc, en fait, tout ça pour revenir sur cette idée de formation initiale qui n'est pas assez complète à mon avis. Alors, je suis toujours très étonnée et très ravie de voir que les diététiciens cherchent à se former après le diplôme. Le problème, c'est d'aller vers des formations qui soient de qualité et pas des formations pilotées par des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, tout simplement. Il faut garder notre indépendance, il faut avoir une démarche très rigoureuse et puis travailler sur l'assiette. Ce que je regrette, de- surtout depuis que je suis vraiment spécialisée en santé féminine, c'est de voir en fait que nos collègues ne sont pas toujours, alors je parle évidemment pas de tous, mais pour une majorité, se sont un peu éloignés de nos enseignements de base, c'est-à-dire le calcul nutritionnel. En fait, je pense que nous avons nous avons une spécificité, une expertise que personne d'autre n'a, c'est-à-dire d'évaluer les carences nutritionnelles dans l'assiette du patient. Les carences nutritionnelles, les erreurs nutritionnelles. Je fais souvent la démonstration en formation que si on ne calcule pas, alors évidemment, le calcul, il est toujours, on ne peut pas être hyper précis parce qu'il faudrait peser ce que le patient mange, mais ça donne quand même une photo de l'instant. Euh, Par une enquête alimentaire bien conduite et par des calculs précis, on peut voir des carences nutritionnelles qu'on ne soupçonnait pas dans l'assiette de notre patient. Et donc, j'essaie de convaincre les jeunes diététiciens de revenir quand même à cette technique de base, cette technique que l'on a appris en formation initiale, qui consiste à faire des calculs. Alors bien entendu, ces calculs, on va pouvoir s'en échapper après quand on fait de l'éducation, etc. Mais si on n'a pas un calcul fait au départ, comment savoir si la patiente a suffisamment d'acide folique ou de riboflavine dans son alimentation? Je pense que nous nous sommes écartés progressivement de ces calculs. Alors je parle de l'exercice libéral, peut-être
Plus, ça fait un petit moment que j'ai quitté l'hôpital. Mais je pense que c'est vraiment une expertise que nous devons garder, qui est très importante à mettre en avant. Et puis derrière, eh bien, ça implique, en fait, derrière, ça permet d'avoir une prise en soin nutritionnelle qui est complète. Vous avez dit beaucoup de choses. Par rapport à la micronutrition, tout d'abord, ben, je vous rejoins totalement, hein. Moi, je suis effaré quand je vois des diététiciens faire ce type de formation et s'ajoutent dans leur titre micronutritionniste, alors que normalement, un diététicien est déjà, entre guillemets, un micronutritionniste de base. Ou alors, il faut revoir ses cours. Ça, c'est un vrai problème. Et effectivement, j'ai déjà débattu avec plusieurs personnes du BTS diététique, mais aussi en comparant avec ce qui se faisait en Belgique et en Suisse. C'est vrai qu'il y a vraiment une demande de revoir cette formation initiale bah, pour coller même aux attentes de notre époque, hein, qui est très complexe avec, comme vous l'avez dit, toutes les thématiques comme les perturbateurs endocriniens. Et donc, ouais, c'est un sujet qui est totalement d'actualité. Et moi, du coup, j'exerce en Belgique et je milite du coup en Belgique pour qu'on revoie la législation par rapport à la formation de base, bien évidemment, pour que justement on garde notre expertise et que on, bah voilà, on pèse enfin en tant que professionnel de la santé, puisqu'on est des professionnels de la santé et pas des coachs en nutrition ou des nutrithérapeutes, et j'en passe. Et par rapport à la période de la ménopause, vous, enfin, par rapport à votre expérience personnelle, comment est-ce que vous accompagnez ce type de patient dans vos consultations? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la périménopause et la ménopause signe l'arrêt des règles hein, pendant un an. Et la périménopause, c'est toute la personne, toute la période qui précède la ménopause. Et en fait, les patientes viennent souvent en consultation euh, avec cette demande de perte de poids parce qu'elles ont pris du poids, alors, pour revenir un petit peu sur les notions initiales, en fait, la périménopause et la ménopause se caractérisent par une chute des œstrogènes, des œstradiols plus précisément, et ces œstrogènes ont des rôles voilà, très, 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 très variés, pour faire très court, dans l'organisme. Et cette chute des œstrogènes va entraîner, des œstradiols, va entraîner des répercussions au niveau organique, au niveau de l'organisme de la femme, mais pas seulement des répercussions au niveau de la répartition des graisses. Donc souvent, elles se plaignent d'une répartition des graisses au niveau voilà, de la ceinture abdominale, ce qui s'explique hein, tout simplement par cette chute des œstradiols. Mais il y a d'autres choses, et c'est ça que je veux transmettre aux diététiciens, c'est qu'il y a la prévention cardiovasculaire, il y a la prévention de l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'en fait, la patiente, quand elle arrive en consultation, elle parle de son poids. Mais derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a l'aspect clinique, et puis il y a aussi l'aspect personnel. Et j'essaie de faire en sorte de leur apprendre que euh, cette patiente qui entre avec juste cette demande de perte de poids, finalement, il y a aussi tout un contexte. Elle est à une période de sa vie où elle peut avoir les signes de la périménopause, de la ménopause, avec des bouffées de chaleur, de la fatigue, etc., etc. Et puis elle est dans un contexte particulier où elle commence à vieillir, où ses enfants sont partis de la maison, ou alors bah, ils sont ados et puis un peu pénibles, ou ses parents vieillissent, etc. Elle est dans un contexte très particulier où elle est peut-être en fin de carrière professionnelle. On l'a peut-être mise, par exemple, dans un placard. Vous voyez, en fait, l'objectif, c'est que cette patiente qui vient et qui habituellement dit, voilà, je viens vous voir parce que je voudrais perdre du poids, j'en ai pris au niveau du ventre. Ben, il y a peut-être d'autres choses à regarder à la fois, alors pas au niveau psychologique bien entendu, parce que je milite aussi pour qu'on fasse appel aux psychologues, nous ne sommes pas psychologues, mais pour regarder le contexte entier de cette patiente, ben, peut-être que si elle dort mal, eh ben, c'est peut-être qu'elle a peut-être besoin d'un petit soutien psy, il faut l'envoyer chez la psy, ou peut-être que parce que c'est des bouffées de chaleur. Qui dit bouffée de chaleur dit prévention cardiovasculaire, etc., etc. Vous voyez, c'est plein de liens qu'on fait un petit peu partout, c'est pas que le poids, et c'est une période très particulière de la vie de la femme où il faut l'accueillir d'une façon différente. C'est-à-dire qu'en fait, elle entre en consultation, elle a une demande, mais nous, derrière, on va regarder au niveau nutritionnel, en prévention cardiovasculaire, prévention ostéoporose, regarder si elle bouge assez, est-ce qu'elle continue son activité physique, est-ce qu'elle en fait ou pas. Il n'y a pas que le poids. C'est vraiment une période très particulière et je pense que les diététiciens doivent se former sur
voilà, sur cette approche qui doit être globale, en prenant en compte euh, à la fois le côté clinique, mais à la fois aussi le côté vie finalement. C'est une période particulière de la vie de la femme. Il faut avoir une approche globale et ne pas hésiter à faire appel notamment aux psychologues ou autres dans un parcours de soins. Oui, c'est aussi ça. Je milite entre guillemets beaucoup pour que nous nous inscrivions dans un parcours de soins. Il faut vraiment, on parlait de ces formations en micronutrition que voilà, je ne me fais pas d'amis, mais tant pis. Et j'ai fini le DU parce que je me suis dit, si tu ne le termines pas, tu ne pourras pas le critiquer. Mais quelque part, c'est vraiment de l'industrie pharmaceutique qui est derrière cette micronutrition. Euh, voilà, c'est ça. En fait, il y a une augmentation des maladies chroniques, un impact de la nutrition, le rôle clé de la nutrition dans la prévention, dans la prise en charge d'un certain nombre de pathologies chroniques. Et puis, tout le monde s'est un petit peu approprié la nutrition depuis une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, c'était pas ça. Maintenant, vous avez des coachs en nutrition, vous avez... et en fait, les diététiciens nutritionnistes sont des professionnels de santé. Et à partir du moment où ils travaillent de façon rigoureuse dans un parcours de soins, et c'est pour ça que j'encourage mes diététiciennes comment dire, les diététiciennes à contacter leur gynécologue, leur médecin, etc. S'inscrire dans un parcours de santé plutôt que voilà, faire de l'à peu près comme font les coachs en nutrition. Il y a un manque de reconnaissance, de structuration de la profession. Je pense qu'on a vraiment besoin, ça devient presque urgent, que notre profession, en fait, s'organise avec un ordre. Alors, c'est vrai qu'un ordre, ben, un ordre, il y aura des contraintes, c'est sûr. Mais ça pourra mettre un petit peu de, comment dire, de cadre à tout ça. Le syndicat, on a un syndicat qui est en train de naître en ce moment, donc c'est vraiment une bonne chose. Il y a tout un groupe de diététiciens qui sont formidables, qui sont en train de travailler sur le Conseil de l'ordre. Voilà, il y a ce cadre-là, et puis il y a le parcours de soins. C'est pas parce qu'on est en libéral, au contraire, hein, moi j'interviens sur prescription. Hein, en libéral, j'ai pratiquement pas de patients qui m'appellent sans prescription médicale. Il faut s'inscrire, donc il faut se faire connaître, travailler avec rigueur. Toujours en respectant les recommandations qui sont données, puis se faire connaître, et puis travailler vraiment avec cette notion en fait d'expertise. Donc voilà. Moi, je milite pour que les diététiciens français s'affilient à la FDN et enfin, il y a un diététicien belge à l'UPDLF et à la VBVD, parce qu'il y en a deux en Belgique, il y a les francophones et il y a les néerlandophones. Enfin, et voilà, donc moi, je pense que les diététiciens, et je le dis souvent, hein, en ne s'affiliant pas à leur association professionnelle, se tirent une balle dans le pied. Parce que si on n'a pas d'adhérents, on n'a pas assez je veux dire, de force, de poids au niveau des institutions pour agir véritablement et organiser toute cette profession. En tout cas, c'est toujours très intéressant ce type de débat sur la profession, mais en tout cas, oui, il faut s'organiser, se professionnaliser, euh, avoir des compétences et une expertise claire et collaborer avec tous les autres acteurs des parcours de santé, donc les médecins dans leurs différentes spécialités, les psychologues, les infirmières, à domicile ou non, enfin voilà, un travail multidisciplinaire. Et puis je pense qu'il y a urgence de toute façon parce que quand on voit à quel point... j'ai une patiente hier qui m'appelle et qui me dit qu'elle veut une consultation. Donc elle en a parlé à son médecin et son médecin lui a dit, mais on a une diététicienne chez nous. Et je lui dis, ah ben alors si vous avez une diététicienne, pourquoi vous ne l'avez... Ah mais je l'ai déjà vue. Ah bon, mais elle est diététicienne. Et elle me dit, non, non, elle est infirmière. Je lui dis, ah mais c'est l'infirmière Azalée. Elle me dit, oui, c'est ça. Bon, donc il y a un moment où là, on est en train de couler. Parce que je pense qu'il y a urgence. Pour notre profession, il y a urgence. On est en train de couler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les infirmières, il y a de moins en moins de diététiciens hospitaliers qui sont recrutés à l'hôpital. Hein, on les remplace par des infirmières. On va garder des diététiciens sur des fonctions particulières, en néphro, en diabéto, en réa. Mais le reste va petit à petit s'étioler. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, finalement, les infirmières vont prendre notre boulot. Donc, si on ne s'organise pas, si on ne défend pas notre métier le plus rapidement possible là, dans les années qui viennent, c'est évident qu'on va petit à petit perdre. Mais je continue à adhérer, hein. J'essaie d'adhérer un petit peu partout et puis à continuer à être Ah, il très faut, hein. active pour défendre la profession parce que c'est absolument indispensable. On a une belle profession, il faut pas lâcher, faut pas lâcher. Puis la nutrition intéresse tellement, donc faut vraiment qu'on soit en première ligne. Peut-être pour finir ce podcast, est-ce que vous pouvez nous partager
les formations que vous réalisez en cours sur la santé de la femme que vous Euh, donnez. Sur l'endométriose, moi de toute façon, je suis centrée sur la santé féminine, hein, endométriose, SOPK, ménopause, perturbateurs endocriniens, et j'en ferai une d'ici la fin de l'année sur l'infertilité. Mais en fait, il faut vraiment, moi si j'avais plutôt un conseil à donner aux diététiciens, aux jeunes diététiciens qui démarrent, c'est de se lancer surtout dans la recherche bibliographique, parce que c'est très intéressant de lire, 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 je passe mon temps à le lire, et puis pourquoi pas de se lancer dans la recherche paramédicale. Donc cette année, je réalise un DU de recherche paramédicale à l'Institut Gustave Roussy. Voilà, la recherche paramédicale s'ouvre, donc n'hésitez pas, vous, Enfin, jeunes diététiciens, ben voilà, n'hésitez enfin, pas moi, à vous coller au wagon et puis à rentrer, j'ai voilà. toujours milité pour que les diététiciens fassent de la recherche en nutrition, parce que parfois les parcours des chercheurs en nutrition, c'est aussi folklorique. Et puis il y a très peu en université, hein, il y a très peu de postes de professeurs qui ont été d'anciens diététiciens. Euh, En Belgique, heureusement, on a la chance notamment d'avoir le professeur Cani, mais c'est beaucoup trop, enfin, c'est trop peu. Donc effectivement, si la recherche paramédicale peut s'ouvrir, c'est vraiment de bel augure et bah, moi je souhaite, enfin je le souhaite à tous ceux à qui ça intéresse de faire une carrière dans la recherche en nutrition. Comme j'aurais Ah aimé le oui. faire, mais voilà, ça ne s'est pas fait pour moi, mais Ah ben ce c'est n'est pas peut-être grave. pour... oui, ben, enfin, vous êtes jeune, donc c'est pour l'avenir. Ah, j'approche des 30 ans tout doucement. Oh là 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 là, oui, c'est très vieux ça. Non, 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 faut envisager parce que il y a vraiment des très très belles choses qui se passent en nutrition et il faut voilà, faut être au cœur du système parce on peut aider les médecins dans la recherche. On a un niveau d'expertise qui fait qu'on peut apporter notre petite pierre à l'édifice. Et ça, ben, ça s'organise effectivement. Ce DU de recherche à Gustave aussi, il est vraiment très très bien. Et bon, moi, ça me sera moins utile parce que je suis plutôt en fin de carrière, mais ça me sera quand même un petit peu utile pour. Donc voilà, donc Bah, en tout après, cas, quand on a le goût de n'hésitez la pas. recherche, c'est jusqu'à la fin, hein. Bah oui, oh, puis Moi, j'ai alors, mais déjà entendu de nombreux professeurs qui, bah, voilà, malheureusement, sont décédés, mais on remarque qu'ils étaient encore en train de plancher sur une publication en cours, à ouais. faire des corrections, à relire des... Enfin voilà, donc on perd Et puis, jamais, je pense, le goût de la recherche, même si on est retraité. ouais, et puis ce qui est formidable, c'est que plus on avance dans notre métier, plus on avance dans nos connaissances, plus on se rend compte on ne connaît pas grand-chose. Et ça, c'est Ah, formidable vous me parce que faites c'est à la plaisir. fois, Je le dis ah en ouais, ouais. permanence. Je le dis Ah, en mais c'est à la permanence. fois c'est effrayant parce qu'on se dit mais attends, ça je savais pas, ça je savais pas. Et puis à la fois c'est formidable parce qu'on se dit mais oh, j'ai encore tellement. Et puis alors la nutrition c'est tellement vaste, j'ai tellement de choses encore à apprendre. Donc c'est vraiment effectivement, je pense qu'on n'arrête jamais tout à fait. Bah, je pense, voilà, c'est une belle conclusion de garder le goût de la curiosité et d'aller oser franchir l'étape de consulter la littérature. Bon, en tout cas, Madame Barrault, merci beaucoup pour votre temps et Ben, merci. je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.